bonjour. Je tenais à vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de vous partager mes réflexions et les travaux de mon équipe et en sécurisation du numérique. C'est une vision, on est plutôt sur une stratégie globale de sécurité et pas que sur la cybersécurité avec une vision parfois trop restrictive d'un aspect technique de la sécurité. On s'est spécialisé avec mon équipe sur un objectif, réduire les vulnérabilités associées aux facteurs humains dans le monde du numérique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on aborde trop souvent la technique et on donne des réponses techniques à des problèmes essentiellement humains. Et donc, je ne sais pas si dans la salle ou sur la toile, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent en sciences humaines et sociales. Mais dans mon équipe, ouais, voilà, il y a une personne, merci. Une femme en plus, je ne peux pas dire. Mais ces questions des droits humains sont essentiellement prises en compte par les femmes dans le monde de la cyber. Après, je ne dis pas que les hommes ne s'y intéressent pas, pas du tout, vous restez ouverts, mais ouverts de loin. Maintenant, je pense que cette sécurité globale du numérique veut dire que le monde des sciences humaines et sociales doivent travailler et s'allier au monde de la technique. Parce que très sincèrement, des fois, je vous avoue que dans vos éléments de langage, je reste perplexe et j'ai besoin d'un peu plus de clarification. Donc, on est très en demande de vos contributions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. La conférence d'aujourd'hui est plutôt des réflexions et une introduction en fait, à tout ce sur quoi je travaille avec mon équipe. Et en fait, pour savoir plus sur certains aspects, je vous invite en fait, à suivre les podcasts de Polysecure parce que de temps en temps, on intervient parce qu'on va se faire interpeller sur une thématique ou par rapport à un fait d'actualité et on va partager notre point de vue et surtout des recommandations sur comment faire pour mieux faire. Donc, voilà, Polysecure, les petits podcasts. Et puis là aussi, vous pouvez interagir avec nous. Et après, vous pouvez soulever des thématiques pour d'autres émissions. En fait, on parle beaucoup aussi de culture pour travailler sur la prise de conscience. Moi, je pars du principe que si je veux faire évoluer les pratiques et si je veux faire évoluer les mentalités, à un moment donné, pour que les personnes adaptent leur comportement, il faut qu'elles prennent conscience des choses. Tant qu'on n'a pas pris conscience, il n'y a pas d'enjeu et on ne change pas, on reste dans nos habitudes et dans notre zone de confort. Pour moi, l'intelligence artificielle doit être une culture partagée qui est encore pour le moment trop abstraite pour la plupart de la population. Donc, pour faire en sorte que l'intelligence artificielle devienne une culture partagée, pour passer d'une intelligence artificielle à une intelligence augmentée, parce que je crois aussi en la coopération entre l'humain et la machine. Et à chaque fois qu'on vient m'expliquer que l'intelligence artificielle est là pour remplacer l'humain, parce que l'humain est faillible, en particulier en cybersécurité, ma première question que je pose à cet éclair de génie qui m'a été partagé, c'est très bien. Puisque l'humain est faillible et qu'il faut des intelligences artificielles pour le remplacer, comment remplace-t-on la faillibilité, en gros, du concepteur de l'algorithme ? Parce que s'il est faillible, et puis comme ça, je suis le raisonnement par l'absurde, ce qui fait qu'en général, j'agace mon interlocuteur et qu'il part ronchonner dans un coin. Là, vous voyez le degré d'ouverture de certains techniciens. Mais ce n'est pas grave, en tant que femme, j'ai l'habitude, donc je ne me décourage pas. En plus, je pense que la cybersécurité est l'affaire de tous. Donc, pour moi, les parties prenantes, je les implique. Et si je les implique, s'ils sont plus propres, forcément, moi, je suis plus sécure. Donc, allez-y, partagez largement. C'est bien aussi pour ça qu'on fait beaucoup de sensibilisation et on partage beaucoup avec mon équipe, parce qu'on part du principe que plus vous serez avertis, plus on sera protégé. C'est un peu égoïste, mais c'est la réalité. Alors de l'art, pourquoi ? Parce que pour moi, la technologie, l'air de rien, va quand même nous faciliter le quotidien et je crois en l'intérêt de la technologie, mais pas au détriment de l'humain. Donc là aussi, je suis juriste de formation et souvent on me dit
Eh mais les juristes, vous mettez de la contrainte, vous êtes des enquiquineurs, vous nous retardez, vous bloquez. Non, il ne faut pas avoir la contrainte. Voyez l'opportunité de devenir meilleur. Voyez l'opportunité de pouvoir montrer comme vous êtes bon et votre bonne foi. Et finalement, comment devenir avec, comme ça, des bonnes pratiques, vous différencier sur le marché pour créer la confiance et en fait être ceux qui durent. Ok, ça ralentit sur le départ, mais c'est ce qui fait que sur la durée, on sera encore là. Donc, le juridique vous oblige juste à pouvoir montrer comment vous êtes les meilleurs et comment vous êtes bons. Voilà, c'est simple. Alors là aussi, l'intelligence artificielle, je pense que dans les médias, vous voyez, il y a souvent du fantasme. Donc il y a le mythe. Alors des fois, ça va créer... Enfin, c'est bien gentil la boîte à fantasmes et la boîte des mythes, mais à un moment donné, les personnes qui ne comprennent pas la technique vont avoir peur. Et s'ils ont peur, ils ne vont pas utiliser ou mal utiliser. Donc, la stratégie de la peur pour expliquer qu'on va pouvoir vendre très cher une prestation n'est pas la meilleure des stratégies et ce n'est pas celle qui crée la confiance, elle crée plutôt des freins et elle bloque les usages. Alors, développer des technologies pour qu'elles ne soient pas utilisées, là aussi, c'est un business plan qui, à mon avis, ne va pas pouvoir trop fonctionner. Donc, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est nouveau ? Pas vraiment, puisque depuis les années 50, on en parle. Donc, après, il faut voir qu'à un moment donné, il y a eu cette réflexion en disant on va créer des intelligences artificielles dites fortes, on va concevoir une machine capable de raisonner à l'identique de l'humain. OK. Et il va y avoir des intelligences artificielles dites faibles qui vont... Là, on va concevoir des machines capables d'aider les hommes dans leurs tâches. Déjà, là, on fait moins peur. Alors, tout le délire du transhumanisme, là aussi, hein, on en est encore loin. Pour travailler sur des thématiques telles que le soldat augmenté, là aussi, il y a l'impact des cultures. Et je peux vous assurer que le soldat augmenté version Chine ou version États-Unis n'est pas le soldat augmenté version française ou européenne. Où là, pour nous, alors je ne sais pas si c'est lié à notre histoire, mais nous, les libertés fondamentales, est-ce qu'on a un côté assez révolutionnaire à revendiquer nos droits à la vie privée, nos droits... Enfin voilà, on a du mal à accepter les restrictions. Pourtant, on porte tous le masque et on a tout bien fait comme il fallait par rapport au vaccin. Hein, comme quoi, finalement, entre le mythe du français qui revendique et qui est ronchon, on sait aussi s'adapter et suivre l'intérêt général. Donc, là, pour moi, l'IA, c'est pas si nouveau que ça. Et pourtant, quand on regarde les usages et quand on regarde les pratiques, on a l'impression qu'on vient, en fait, on n'a mis aucune mesure de sécurité dans les usages. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sécurité technique, quoique, quand on voit certaines choses qui sont développées ou qu'on trouve sur le marché, aujourd'hui, je m'interroge et je reste assez perplexe. Mais là aussi, je vous dirais, méfiez-vous de ceux qui communiquent pour vous. Parce que des fois, on utilise beaucoup de paillettes pour faire vendre, mais là aussi, les paillettes masquent la réalité est tout autre, et finalement, c'est plus une épine dans le pied, cette communication qui n'est pas la réalité. Donc là aussi, à un moment donné, cette réflexion globale avec toutes les parties prenantes est importante. Parce qu'il faut cette culture partagée pour éviter d'avoir une diffusion de conneries qui vient en fait créer plus d'emmerdement que de solutions. Oui, parfois je m'emballe. C'est un peu épidermique, désolée. C'est juste que je repense à certains cas concrets et voilà. Donc la numérisation et la massification des données, aujourd'hui, c'est vrai que ce développement du numérique fait que les IA sont démocratisées par rapport au passé, par rapport aux années 50. Finalement, les IA sont partout autour de nous. Donc là aussi, l'intelligence artificielle, si vous demandez à la plupart des citoyens qu'est-ce que c'est, pour eux, ça reste des choses très abstraites et encore une boîte à fantasmes, alors qu'en fait, non, ton algorithme est dans ton quotidien et dans toutes les applications que tu utilises. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, la coopération humain-machine est un véritable enjeu sociétal et finalement, on est en train de dessiner et on est en train d'inventer la société de demain et ce qu'on veut de notre quotidien. Et c'est pour ça que pour moi, il est important que les experts techniques et les experts des sciences humaines et sociales discutent
et établissent notre monde de demain. Et pas sans technologie. Pourquoi se priver de solutions qui vont nous faciliter les choses? Donc ensuite, les intelligences artificielles, quels usages? On va parler de l'automatisation de tâches, on va parler de la délégation. Après tout, quand on peut automatiser et que ça peut être bien pour la personne humaine, pourquoi s'en priver? Pourquoi continuer à faire des tâches rébarbatives, énergivores, chronophages, alors qu'on n'a pas de plus-value? Très sincèrement, quel est l'intérêt? Non. Gardons l'humain là où il a de la plus-value. Les IA pour la prise de décision. Aide à la décision, décision automatisée. En tout cas, en France, il y a certains logiciels qui sont vendus comme étant de l'aide à la décision, et je vous en parlerai tout à l'heure, mais les autorités de contrôle ont décrété que ce n'étaient plus des solutions d'aide à la décision, mais des solutions de décision automatisées, et donc il y a des garanties à montrer pour les concepteurs. Et ces garanties sont des fois sous-évaluées, sous-estimées, et le concepteur, il me dit « mais tu fais référence à quelle loi? C'est quelle loi ?» Bah ouais, mais sauf que mon gars, nul n'est censé ignorer la loi. Et il y a un principe qui est quand même fondamental. Aujourd'hui, on me dit, bon, les juristes, vous êtes des enquiquineurs. Il ne faut pas oublier que toutes les lois européennes et tous nos règlements européens, il y en a un qui va bientôt sortir là sur l'intelligence artificielle. On vous a fait le RGPD, là aussi, c'était quelque chose de révolutionnant. Enfin, les Français, j'aurais juste rappelé, les gars, le RGPD, c'est la loi de 1978 que vous appliquiez pas. Hein. La révolution, ouais. Voilà, on va atténuer. Là aussi, attention aux boîtes à fantasmes suscitées par certains médias. Attention à la désinformation. Ce n'est pas aux experts en cyber que je vais expliquer que la désinformation est une véritable menace. Donc, là aussi, attention, nous, la réglementation, il faut savoir que pour les juristes, il y a la lettre de la loi où, comme vous, on a notre jargon parfois un peu flou artistique qui fait que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas grave, on ne veut pas faire de vous des juristes. En revanche, ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est l'esprit de la loi. Pourquoi la loi est arrivée? Parce que si vous restez dans l'esprit de la loi dans vos pratiques, il y a de fortes chances qu'au final, votre solution soit conforme à la loi, sans être juriste. Alors, l'esprit de la loi, de manière générale en Europe, et c'est dit noir sur blanc, dans le préambule, parce qu'en fait, pour un juriste, il faut savoir qu'on a toujours, avant le texte, un préambule qui explique dans quel contexte on est venu légiférer. Il faut savoir que pour les usages du numérique, il est dit noir sur blanc que ces textes sont là pour faciliter le développement économique de nos entreprises. Donc c'est bien pour développer les affaires et gagner de l'argent, mais pas au détriment du bien-être des personnes physiques, donc pas au détriment du citoyen et donc de l'utilisateur final. À partir du moment où votre solution ne porte pas atteinte à des droits liés à un individu, que vous respectez l'intérêt de cet individu et que vous le dites, parce que c'est simple, vous n'aimez pas écrire, mais pour le juriste, tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Et c'est là que vos intentions sont détournées par des personnes malveillantes et que potentiellement, vous pouvez vous trouver complice de choses pas très sympathiques. Là aussi, j'ai des cas concrets que je vais vous partager par la suite. Donc, prise de décision, aide à la décision, décision automatisée. Là aussi, il y a des choses à prendre en compte, surtout si la décision automatisée prive de droit certaines personnes. Et Dieu sait que j'envoie des logiciels, en particulier en SIRH, où on a oublié dans les paramétrages de mettre une case à cocher pour savoir si la personne peut avoir tel droit social plutôt que tel autre, et que finalement, comme la case n'est pas cochée, eh ben, la personne ne pourra jamais avoir son droit parce qu'on lui a dit « Tu sais, pour te simplifier les démarches administratives, tout est automatisé à partir du logiciel, tu n'as plus de dossier à remplir. » Ouais, tu n'as plus de dossier à remplir, sauf que si la case n'a pas été cochée dans le logiciel, eh ben, tu as perdu tous tes droits. Pas de bol. Bon, ça, il faut savoir que la réglementation et le RGPD, et ça a été repris par tous les pays qui ont redécliné le RGPD chez eux, si une personne a ses droits qui sont spoliés par un système automatisé, eh bien, il peut demander que le dossier soit traité par une personne humaine pour pouvoir récupérer ses droits. Tout simplement. Comme ça, on a des solutions. Donc là aussi,
Qu'est-ce que ça veut dire dans vos mesures de sécurisation sur vos solutions pour montrer que vous êtes un concepteur vertueux? Trouver une solution en cas de bug. Quel est le mode dégradé? Voilà, nul n'est parfait. On n'est pas obligé de penser à tout dans les paramétrages au départ. Les intelligences artificielles sont utilisées, comme je l'ai dit dans ma présentation, je travaille en santé connectée, pour tout ce qui est entraînement et réparation des capacités cognitives. Et là, je vais vous parler des intelligences artificielles thérapeutiques. Comment, en fait, je vais pouvoir venir stimuler, jouer sur la plasticité cérébrale et stimuler des parties du cerveau pour compenser d'autres parties qui ont été lésées. C'est des superbes solutions pour tout ce qui est maladies dégénératives, tout ce qui est pour l'accompagnement du vieillissement de la population. Maintenant, il ne faut pas oublier que les usages numériques font qu'aujourd'hui, on n'est plus sujet à des maladies du type Alzheimer. Donc, quand on sait que les intelligences artificielles peuvent venir nous aider à compenser et pouvoir maintenir et atténuer la perte d'autonomie et l'évolution de la maladie dégénérative, pourquoi se priver de ces technologies? On en a vraiment besoin. Donc, tout ce qui est recherche en intelligence artificielle dans le secteur de la santé, c'est vrai, c'est une révolution. Les intelligences artificielles sont des médicaments numériques. Mais il faut savoir que sur un cerveau sain, ce même algorithme qui va être utilisé, donc je détourne l'usage. Moi, les médecins l'ont conçu comme un médicament pour certaines pratiques. Et bien, sur un cerveau sain, je viens surstimuler une zone du cerveau et là, va se passer potentiellement des lésions cérébrales parce que j'ai surstimulé une zone qui n'avait pas à l'être. Mais si je lèse un cerveau sain, est-ce une blessure volontaire, involontaire? Et puis finalement, mon algorithme qui était thérapeutique et qui était un médicament numérique en quelque sorte, est-ce qu'il ne devient pas une arme? Et là, on se retrouve, j'ai conçu une arme. Bon, après, vous vivez avec vous et votre miroir, le matin, quand vous vous levez, chacun a son problème. Mais c'est pour ça que, quand je dis, il faut vraiment se poser la question de l'usage et du détournement de l'usage. Imaginez qu'est-ce qui pourrait être fait. Et il faut quand même s'avouer que dans le monde de l'innovation, le concepteur, il reste assez focus sur ce qu'il a imaginé et sur quel est l'usage que lui a visualisé et projeté. Et c'est bien pour ça que des fois, quand je rencontre des concepteurs ou des innovateurs ou des étudiants sur des projets applicatifs, je leur dis « c'est superbe ta solution, mais pour quelle finalité? Quel besoin vas-tu satisfaire? Quel était ton objectif de départ ?» Et ils me disent « c'est ça, mais potentiellement ça peut servir à ça, et puis et si sur un malentendu ça peut passer ?» Non, même avec les filles, sur un malentendu, ça ne passe pas. Donc, ton algorithme, tu dois savoir pourquoi tu le développes. Toute solution numérique, et d'ailleurs en réglementation, aujourd'hui, quand on vous demande quelles sont les finalités, et si ça n'a pas été prévu dans les finalités, vous n'avez pas le droit de faire. Toute collecte non prévue dans les finalités, toute collecte de données est interdite, sans le consentement de la personne. Si vous devez aller rechercher les consentements pour l'utilisation de l'IA, bonne chance. Donc on va éviter de s'embêter, de se rajouter des process un peu lourds. Mais ça veut bien dire que la conception et la période entre l'idée et la rédaction du cahier des charges, il y a quand même une grosse réflexion à mener. Et ne soyez pas seuls. Et il faut vraiment vous faire aider de juristes que vous aurez sensibilisés à la tech et à la cyber. Dire j'attends la fin et la preuve de concept pour dire aux juristes tu peux regarder, c'est trop tard. C'est comme faire du SSI une fois que le POC a été conçu. C'est trop tard. La partie cyber, c'est dès le départ, dès l'idée. Security by design, dès la conception, pour tout. C'est pareil, c'est law by design. Le juriste, dès le départ. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va vous faire des recommandations. Combien de fois j'ai vu des solutions en santé qui violaient le secret médical? Ça voulait dire que le médecin qui allait l'utiliser, ça allait se retrouver avec une interdiction d'exercice. Pourquoi? Parce que l'accès à l'information n'est pas géré en fonction du secret médical, qui est un secret partagé, mais pas partagé n'importe comment. Alors, ta belle solution qui va révolutionner, non, mais à un moment donné, elle s'affiche de trop. Tu partages trop de choses avec des personnes. Le secret médical, il y a quand même beaucoup d'intervenants.
Et moi, on m'a toujours dit en cyber, plus il y a d'intervenants, plus il y a des failles possibles. Bon, ok. Donc, les usagers IA vont se poser la question de la délégation, de l'assistance et de la coopération. Et suivant la catégorie dans laquelle vous allez vous trouver, eh ben, vous aurez des obligations légales qui seront différentes. Et plus vous allez vouloir dire « je remplace l'humain et je mets un système automatisé pour remplacer de l'humain », là, on va vous demander « comment expliquez-vous que vous n'allez pas spolier des droits ?» Et là, on arrivera à l'explicabilité, la transparence et les super beaux arguments, des fois, de grands experts de l'intelligence artificielle. Ouais, mais sauf que dès qu'ils rencontrent l'utilisateur, bah, ils se font dégommer et ils se font dégager. Donc c'est bien, mais une IA pas utilisée, c'est un peu un investissement mis à la poubelle. Hein, parce que ça ne coûte pas rien. Il y a quand même du gros travail. Donc l'IA, comment ça marche? Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour les techniciens, hein, mais c'est comment la juriste comprend les choses. Hein. Alors pour moi, l'IA, il y a des données, il y a des raisonnements ou des procédures et des résultats, en gros. Donc j'ai des données. Alors moi, on me parle de sécurisation, parce qu'on me dit, l'IA, vous allez voir, c'est super parce que c'est fiable à 99,9%. Et là, il y a le juriste qui rentre en ligne de compte. Super, ta collecte, tu l'as fait comment? Des capteurs, très bien. Tes capteurs, sont-ils sécurisés? Ah non, ça coûte trop cher en composants en matière première de sécuriser le capteur. Ok, bah déjà, moi, je trouve que tu es un peu moins fiable là. Là, tu me mets une zone d'incertitude. Ton capteur, il n'est pas sécurisé, tu collectes de la donnée, mais la donnée, en quoi elle va être intègre? En quoi tout va bien remonter comme ça devrait remonter? Les bases de données. Donc, il y a eu plusieurs interventions sur les événements liés à l'intelligence artificielle. Mais là aussi, les bases de données, la qualité de la base de données. Donc, la base de données, qu'est-ce qui alimente cette base de données? Finalement, aussi, puisque cette base de données va servir à entraîner l'algorithme, donc finalement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est qualitatif? Et moi, en fait, à chaque fois, ce que je vois dans les organisations, c'est qu'on va me dire, bah, comme le logiciel il est un peu foireux, je me suis créé un fichier Excel au sein de mon service, et c'est le fichier Excel qui est mis à jour, et finalement, le logiciel, il n'est pas mis à jour. Donc derrière, moi, je fais après des tableaux de bord à partir de logiciels qui ont des données tronquées, parce qu'en fait, dans le service, c'est un fichier, c'est une base de données non structurée, c'est ce putain de fichier Excel qui fuite par le transféréa super magique alors qu'on n'a pas nettoyé ce fichier et qu'on le diffuse à des personnes qui n'ont pas à connaître l'intégralité des informations du fichier. Donc non seulement c'est une source de vulnérabilité, ce logiciel qui n'est pas hyper accessible, mais en plus, comme il n'est pas mis à jour, et ben derrière, ce qui est censé être fiable à 99,9% quand je vais lancer mon algorithme pour faire mes requêtes, et ben finalement, il n'est pas si fiable que ça parce que ce n'est pas une base de données qui est le reflet de la réalité. Et moi, derrière, je dois prendre des décisions avec des choses qui ne sont pas le réel. C'est un peu perturbant quand même. Hein. Donc, il y a un gros travail de préparation sur les données qui n'est pas à négliger ni à sous-évaluer pour avoir des IA performantes. Et ce travail, qui est lié autour de l'algorithme, sincèrement, ça fait partie aussi de la valorisation du capital immatériel de l'entreprise. Et là aussi, quand on commence à me dire « Ah, mais l'IA, c'est une formule mathématique, c'est un algorithme et qu'on peut se transmettre et qu'on peut se passer les uns aux autres », non. À un moment donné, nos bases de données sont une vraie valeur et appartiennent au capital immatériel de notre organisation. Oui, nos algorithmes sont aussi avec une valeur. Tout ça se sécurise. La richesse de nos entreprises, de nos organisations, ça se capitalise. Et donc là, il y a eu des présentations faites par des cabinets d'avocats qui sont partenaires de l'événement. Je vous invite à aller les regarder parce que justement, ils ont bien parlé de comment sécuriser nos algorithmes et nos bases de données et protéger ce capital immatériel qui, en plus, fait que vous allez pouvoir en plus intéresser les investisseurs. Et franchement, vous voyez que la contrainte est une opportunité. Comme quoi, hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une vision très globale de la réflexion, parce que finalement, ce qui peut apparaître un peu gênant à un moment donné,
et générateur d'opportunités sur d'autres aspects. Mais il faut en avoir conscience pour pouvoir après actionner les bonnes commandes. Donc, mon algorithme, j'ai eu mes données. Maintenant, on va faire un point sur les actions, les commandes. Donc, l'algorithme qui va décomposer la réalisation d'une tâche pour son automatisation. Donc là, en fait, je vais avoir plutôt une démarche procédurale de mon algorithme pour automatiser. Après, je vais avoir aussi les algorithmes où il va y avoir un vrai raisonnement, où d'ailleurs, ce type d'algorithme et d'intelligence artificielle, on voit beaucoup plus maintenant de connexion entre les médecins qui travaillent en sciences cognitives et qui travaillent sur le cerveau et les experts en intelligence artificielle et les data scientists. Et en fait, à travailler ensemble, en fait, ils se nourrissent l'un l'autre et ils s'apportent des solutions. Donc non seulement grâce aux data scientists, on comprend mieux comment fonctionne le cerveau, mais à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau, on améliore les intelligences artificielles. C'est sympa d'aller voir ce qui se passe chez le voisin, même si au début, on doit s'apprivoiser par rapport au vocabulaire et par rapport aux éléments de langage. Mais une fois qu'on s'apprivoise, c'est comme pour tout. Après, ça passe. La communication se fait et les collaborations deviennent profitables. Là, je vais vous parler aussi de la problématique des boîtes noires. Parce que maintenant, il y a des gros enjeux sur l'explicabilité et la transparence. Et moi, je peux entendre que dans des relations machine à machine, on peut avoir un algorithme, parce qu'on va me dire, ouais, les statistiques me disent qu'il est fiable à 99,9%, on ne sait pas trop ce qui se passe au milieu, mais n'empêche qu'il est fiable, et statistiquement, c'est vachement bien. OK, pour de la chaîne de prod, si tu as des conséquences que sur une machine, si tu veux, c'est de la performance, c'est de l'efficacité, si tu veux. Maintenant, si les effets de ton algorithme et de ton intelligence artificielle doivent être sur l'humain, moi, je tique. Et un jour, j'avais une rencontre avec un ayatollah de la donnée. C'est comme ça qu'il s'est présenté quand j'ai commencé à lui poser des questions, parce que je voulais savoir comment fonctionnait son intelligence artificielle qui était placée dans le cockpit d'un pilote de chasse. Et lui, en fait, cette intelligence artificielle devait dire des éléments sur la fatigue du pilote et s'il avait encore l'esprit suffisamment clair pour pouvoir maintenir la mission opérationnelle. Un pilote de chasse qui part en mission, c'est rarement pour aller cueillir des pâquerettes. Donc, le maintien de la mission, il y a la vie du pilote et l'objectif de la mission, mais il y a aussi l'avion. Ce n'est pas anodin sur les conséquences de s'il se passe de quelque chose de pas top. Ensuite, donc, non seulement il y a le pilote qui doit prendre la décision de maintenir sa mission, mais j'ai aussi son chef qui doit dire, est-ce que je maintiens la mission, même si le pilote, est-ce que je donne l'ordre au pilote de stopper parce qu'il n'y a plus la sécurité par rapport à la mission. Et donc, comme moi je dois prendre une décision qui a quand même des effets non anodins, moi j'ai besoin de comprendre ton intelligence artificielle, comment elle fonctionne, comment elle va m'amener ce résultat et est-ce que tout ce qui devait remonter a bien été pris en compte? Tu as une belle boîte noire là, je ne sais même pas si toutes les données, est-ce qu'il y a la disponibilité? Est-ce que toutes les données, tous les capteurs, tout ce qui devait remonter, est-ce que c'est remonté? Est-ce que tout a été pris en compte? Est-ce que les données étaient bonnes, intègres, pas intègres? Enfin, à un moment donné, là, la confidentialité, ça ne va pas être l'aspect primordial. Moi, là, ce qui m'inquiète sur son intelligence artificielle, c'est la disponibilité et l'intégrité de ce qui va permettre la décision. Bah, lui, l'ayatollah de la donnée, là, il ne pouvait pas répondre. Et ce que j'ai adoré, parce que quand on est avec les pilotes de chasse, forcément, c'est une vision plutôt aéronautique de la sécurité. Et là, ils lui ont dit, tu vois, moi, boîte noire, elle cause. C'est vrai que les boîtes noires des avions, tout est tracé, quoi. Et en gros, on lui a dit, ta boîte noire, j'en veux pas. Moi, quand ta boîte noire sera blanche, on pourra la mettre dans mon cockpit. Donc là, Top Gun venait de lui mettre un coup de casque et le gars, l'ayatollah, barré, il a perdu son business. Il n'était juste pas assez mature au moment où il a présenté. Son IA, elle est peut-être super, mais pour le moment, elle n'était pas assez mature pour ce type d'usage. Donc c'est juste, même joueur, recommence. Tu n'es pas obligé de t'arrêter, tu es sur une bonne piste, creuse, travaille. Alors, les biais. Les biais à ne pas oublier. Après, les biais, de ce que j'ai observé, c'est
on les balaye et on les place comme la poussière sous le tapis, genre ni vu ni connu, personne n'a rien vu. Non, les biais s'assument. Pourquoi ? Quand on vous parle de transparence, partons d'un exemple de la vie quotidienne. Je croise un mec alcoolisé, mon mec bourré. Si je vois, voilà, il a un certain degré d'alcoolémie, donc je comprends qu'il est bourré. Par rapport à ce qu'il va me dire, de désagréable ou du soi-disant compliment, je vais adapter mon comportement parce que le biais lié à l'alcool, je l'ai bien vu et bien senti parfois. Et donc, en fait, là, on dit « Ok, j'adapte. Je ne te crois pas sur parole. » Maintenant, si je ne vois pas qu'il est enivré ou qu'il est sous l'effet de substances, eh ben, je vais pouvoir croire qu'il me dit la vérité. Pendant un instant, je vais devenir Miss Monde. Et demain matin, je ne verrai plus personne. Non, je rigole. Je suis pas comme ça. Mais n'empêche que si on a conscience des choses, on sait adapter nos comportements. Une personne avertie en vaut deux. À partir du moment où je donne les moyens à mon utilisateur d'adapter sa décision et donc je lui permets de maintenir son esprit critique, je lui maintiens son autonomie dans sa prise de décision et je suis bien un outil d'aide à la décision et je ne décide pas à sa place. Bon, j'avoue que c'est un peu ironique que je vous dise ça, sachant qu'un juriste est souvent un conseiller et que dans notre manière de présenter les choses, c'est pas qu'on prend la décision, mais c'est qu'on oriente très certainement la solution finale. Mais on a juste conseillé. Donc, finalement, est-ce que l'IA est comme un juriste ? Mais bon. En même temps, les femmes dans la salle me comprendront. On fait souvent croire à nos hommes que c'est eux qui ont pris la décision qu'on avait décidée. Mais ça aussi, ces jeux d'influence et de manipulation sont dans la nature humaine, et donc les biais cognitifs, les biais humains. Et oui, parce qu'en fait, la massification de données, c'est juste aussi, des fois, amplifier les effets néfastes des décisions humaines. Et là, je vous renverrai aux jurisprudence et avec tous les automatisations qu'on a voulu faire par rapport au droit et les expérimentations qui ont eu lieu aux États-Unis, avec finalement, il s'avère que l'algorithme lié aux décisions de justice était raciste. Mais il faut voir qu'un juge, quand il arrive à l'heure du repas, la justice est un peu plus expéditive. Apparemment, il va un peu plus vite à prendre sa décision quand c'est l'heure de manger. Bon, l'humain est humain. Mais quand on vient amplifier dans une base de données les effets humains, parce que sur une journée, ça peut être transparent, mais par contre, quand d'un seul coup, on va avoir 10 ans d'arriéré de décision sur une même base et que ça va venir entraîner l'algorithme, oui, l'algorithme fait ressortir quoi ? Ce que vous avez de plus mauvais en vous. Sauf si vous avez ajusté vos paramétrages et que vous avez corrigé les biais et que vous les avez atténués. Mais là aussi, ça veut dire qu'il faut prendre conscience que l'humain est faillible et qu'il n'est pas parfait, mais c'est ce qui fait qu'il est humain et c'est ce qui fait son charme ou ce qui nous gonfle. Enfin, ça dépend de l'humain en question. Les biais cognitifs. Alors, les biais du concepteur, là, tout à l'heure, je vous en ai parlé. L'intelligence artificielle est là pour venir compenser l'humain qui est faillible, mais d'un seul coup, le développeur de l'intelligence artificielle, lui, c'est Superman, quoi. Lui, il n'est pas du tout faillible, lui, il est expert et il ne peut pas se tromper. J'espère qu'il n'a pas faim quand il développe, parce que sinon on est dans la merde. Ensuite, on va voir les biais stéréotypes. En fonction des clics, mais ça aussi c'est tronqué, parce qu'en fonction des clics, et là on a le problème d'Amazon et là aussi de son algorithme de recrutement qui était discriminant. Et là, pour appuyer sur les SIRH, la fiabilité, de quoi me parle-t-on ? Moi, j'ai un vendeur parce que j'ai été amenée à participer sur le choix d'un logiciel de recrutement. C'était la conception d'un logiciel de recrutement. Et là, j'avais un concepteur qui me parlait de son algorithme qui était fiable et tout, en plus super. J'allais avoir le top 5 des meilleures candidatures du monde. J'allais avoir du recrutement du top qualité parce que grâce à son algorithme, j'allais avoir les meilleures candidatures du monde. Enfin, meilleures candidatures du monde en fonction de qui a postulé, déjà, à la base. Donc, Après, ça va être en fonction des mots-clés que j'aurais définis et des critères que j'aurais définis. Et puis là, en fait, après, derrière, les RH
vous le diront. Quand on fait du tri de sélection, du tri de candidature, quand on est là et tout, et qu'avant, on prenait les candidatures et qu'on les passait, on faisait en lecture rapide, on balayait les candidatures, parce qu'avant, j'étais RH. En fait, il y avait la candidature atypique, le profil auquel on n'aurait pas pensé, mais on se dit, c'est intéressant. Il m'a dit un truc assez sympa, je vais le recevoir en entretien. Ah bah avec mon algorithme, s'il n'a pas mis les mots-clés magiques et que s'il ne rentre pas dans mes mots-clés pour le faire ressortir, il ne sera jamais dans mon top 5. Et comment je vais aller le retrouver, celui-là, qui est finalement le meilleur des recrutements? Et quant au candidat escroc qui connaît très bien comment ça fonctionne et qui va reprendre tous les mots-clés de ma marque employeur ou qui va reprendre tous les mots-clés de ma candidature, lui, à tous les coups, il ressort. Même s'il m'a menti, parce que pour le moment, on est sur le papier. Mais moi, il va être dans mon top 5, donc je vais le recevoir en entretien. À l'entretien, il ne fera pas illusion, mais finalement, ce que j'ai voulu gagner en temps en utilisant le logiciel, je le perds en perdant mon temps lors de l'entretien avec quelqu'un qui ne correspond pas à mon besoin. La fiabilité du recrutement pour l'entreprise n'est pas la fiabilité du concepteur de l'algorithme. Il y a une fiabilité statistique mathématique et une fiabilité de la qualité du recrutement pour mon organisation. C'est le même mot, mais ce n'est pas le même enjeu. Et là se pose la question de la loyauté de l'intelligence artificielle par rapport à mon besoin utilisateur. De quoi parle-t-on? Attention au sens des mots. Et c'est là où des fois je vous dis, les gars, la technique, approfondissez l'expression de besoin et demandez qu'est-ce que vous entendez par ce mot-là. Parce que ce mot-là peut avoir un sens dans votre monde à vous qui est totalement différent dans le monde de votre utilisateur final. Et là arrive un problème, c'est « mais c'est pas ce que je voulais, donc je ne veux pas vous payer ». C'est con, vous y avez passé du temps. Donc les biais statistiques, les biais économiques, il y a beaucoup de littérature sur les biais, c'est à prendre en compte et à atténuer, et dans l'explicabilité, soyez transparent et expliquez quels sont les biais que vous avez gérés et que vous avez pris en compte. Ça crée de la confiance. Donc la fiabilité, voilà, hein, tout est une question de point de vue. La manière. Alors, maintenant que je vous ai parlé des intelligences artificielles et que vous avez bien compris avec ce que je vous ai présenté que ces IA, fallait les sécuriser, en fait, on se rend compte que la sécurisation, elle est à la fois technique, c'est une sécurisation des usages, parce qu'il faut que je me protège du détournement de l'algorithme par quelqu'un de pas forcément bien intentionné, ou même des fois quelqu'un qui n'a pas conscience des conséquences de l'usage de mon algorithme. Et je vais vous parler de sécurisation juridique. Parce qu'une fois qu'on a vu tout ça, y a la loi. Que dit la loi? Et que nul n'est censé ignorer la loi et que la loi s'applique à tous. Alors la sécurisation des usages, c'est l'affaire de tous. Et quand vous devez concevoir une intelligence artificielle et que vous devez la sécuriser, pour moi, en fait, ça fait partie de la sécurité globale, mais ça veut dire aussi qu'il faut partager cette vision avec toutes nos parties prenantes et que nos investisseurs, ceux qui vous disent « bon, maintenant que ça marche, maintenant tu commercialises ». Non, 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 non. Et il faut lui expliquer que derrière, il y a aussi un intérêt pour le capital et la valorisation de l'organisation, de l'entreprise, que ce soit bien fait et de vous laisser le temps de bien faire. Parce que oui, on peut penser que j'accable un peu ces concepteurs, mais à un moment donné, quels sont les moyens qu'on laisse aux concepteurs pour travailler proprement et correctement? Comme en cyber, quels sont les moyens qu'on vous met à disposition pour faire de la veille permanente, pour être au courant de ce qui évolue et que vous ne restiez pas sur vos acquis et que vous puissiez... Voilà, quels sont les moyens que l'organisation vous met en place pour pouvoir travailler proprement? Comment vous forme-t-on? Faut pas, c'est un monde très mouvant, le monde de la tech. Et on ne reste pas sur ses acquis. Quelqu'un qui dit « j'ai été formé en 2005 et maintenant j'ai plus rien fait », bah ouais, mais t'es obsolète quoi. L'obsolescence programmée, c'est pour ta gueule. Hein. Donc bon, un peu dommage. La durée de vie d'un informaticien qui ne se forme pas, elle n'est pas longue. Hein. Comme un juriste hein, d'ailleurs. Mais bon. Ensuite, il faut prendre conscience des conséquences des usages. Il faut bien se dire que tout le monde n'utilisera pas la chose comme vous l'avez pensé. Donc, pour éviter toute confusion, dites clairement à quoi va servir ce que vous avez conçu. Quelles sont les finalités? Quels sont vos objectifs?
Mes médecins qui avaient conçu leur algorithme thérapeutique, je peux vous assurer que quand ils se sont rendus compte que l'algorithme avait été détourné, la première question qu'ils m'ont dit, c'est « Est-ce que je vais être complice de lésions cérébrales ?» Est-ce qu'on va pouvoir venir me voir en me disant « C'est à cause de vous que ça a été mis en place et c'est à cause de vous que maintenant ce cerveau est lésé ?» Juste un petit aparté sur la géopolitique et sur les menaces dans le cadre du monde de la cyberdéfense. La guerre cognitive est une question qui est partagée. Il y a des pays qui affichent ouvertement qu'ils veulent attaquer les capacités cognitives de leurs adversaires. Ça passe par les algorithmes. Les algorithmes sont des armes. Donc, comme la cyber est une arme, le numérique est une nouvelle arme. Et là, je vous invite d'ailleurs, par curiosité, à aller voir les travaux de la Croix-Rouge internationale en droit des conflits armés. Ils ont créé un petit ouvrage, un petit guide qui s'appelle « Examen de licéité des nouvelles technologies pour l'armement », enfin des nouvelles armes. Et ça vous montre quel est l'esprit du législateur pour savoir si j'ai le droit d'utiliser un nouvel armement et dans quel cadre je peux l'utiliser. En fait, il y a toute une partie descriptive de ce que vous avez fait et après on définit le cadre d'usage pour savoir si on va pouvoir l'employer dans des conflits. Mais en fait, ça vous fait aussi réfléchir et prendre conscience que potentiellement ce que vous développez peut être utilisé comme une arme. Donc quand on veut anticiper le détournement, de voir en fait quelles sont les questions que nous posent les autorités internationales en droit des conflits armés pour savoir si on peut utiliser ou pas utiliser cette solution, ça vous aide à voir un petit peu qu'est-ce qu'on regarde. Et là, en fait, vous vous rendez compte que la technologie, il y a quand même beaucoup de choses. Il n'y a pas que les virus en informatique qui sont utilisés comme armes dans le cadre de la tech. Donc, là aussi, les pertes de capacité cognitive liées à l'automatisation, parce qu'il y a le détournement de l'algorithme, et après, il y a l'usage de l'algorithme qui fait que je perds des capacités cognitives. Combien aujourd'hui dans la salle, et après je vous laisse aussi réfléchir pour ceux qui sont chez eux ou au bureau, combien de personnes peuvent retenir plus de 20 numéros de téléphone aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas délégué votre mémoire à votre smartphone, juste par hasard? Le GPS, c'est sympa le GPS. Nous, il y a une blague en France, c'est qu'en fait, à suivre le GPS, il y a des voitures qui atterrissent dans le Vieux-Port à Marseille. On dit, mais le gars, il est quand même tombé dans le Vieux-Port. Vous imaginez, là, la voiture, elle tombe dans le Saint-Laurent. Le mec, on dit, tu as suivi ton GPS, mais tu ne l'as pas vu, là, il n'est pas assez gros, le fleuve, tu ne l'as pas vu. Non, il est tombé dedans. Bah ouais, quand même. Comme quoi, en fait, on est quand même bien conditionné par nos algorithmes et par l'automatisation. Donc, à un moment donné, je veux bien gagner du temps, mais si j'ai conscience, parce que jamais on va vous dire « utilise le GPS » et tu vas devenir neuneu de la géolocalisation. Tu ne seras plus utiliser une carte. Tu n'as plus le GPS, mais tu es paumé, tu ne sais plus t'orienter, tu ne sais plus où tu vis. Tu ne sais pas rentrer chez toi. Triste. Bon, ça fait sourire, mais quand je vous assure, quand c'est des soldats qui sont perdus dans la forêt et qui ne savent pas rentrer parce qu'ils ne captent plus ou qu'ils n'ont plus de batterie, on est un peu dans la merde. C'est pour ça qu'on leur maintient le mode dégradé, utiliser leur carte et la boussole, même si ça les fait rager. N'empêche que si on veut qu'ils rentrent... Voilà. Perte de capacité cognitive, je suis OK, moi, pour me faciliter le quotidien et gagner du temps. Par contre, comme je vous l'ai dit, on peut utiliser les algorithmes pour entraîner nos capacités cognitives. Derrière, c'est des petites applications. On peut rester entre 5 à 20 minutes dessus et ça s'entraîne. C'est comme le marathon. Le corps humain est assez bien fait. Si on l'entraîne, à la fin, on devient de l'humain augmenté, en quelque sorte. D'où l'intelligence augmentée par l'usage des technologies. Ça, c'est de l'usage responsable et raisonné du numérique. Je perds d'un côté, mais je compense. Mais parce qu'on a été transparent avec moi, j'ai pu adapter mes comportements. Ces principes de sécurisation des usages sont à respecter dès la conception et tout au long du cycle de vie de mon algorithme. Donc, les principes à respecter, l'intégrité, la neutralité, l'équité, la loyauté, l'explicabilité, la transparence, l'auditabilité. Tous les textes futurs qui vont sortir sur l'intelligence artificielle reprennent ces principes qui deviennent la base.
À partir du moment où vous respecterez ces principes, vos IA, il y a de fortes chances qu'elles soient éthiques. Et dans l'esprit des lois futures. Et tout au long du cycle de vie, hein, pas qu'au départ. Hein. Donc il faut penser aux évolutions et aux mises à jour nécessaires. L'adaptation de l'algorithme. Avec tous les enjeux, là aussi, les doctorants ont présenté des sujets assez sympas sur les relèves en matière d'IA. Donc la sécurisation juridique, j'en ai un petit peu parlé et je vous invite à aller voir les conférences qui ont été faites par les avocats parce que le temps est un peu contraint, mais sur la protection de la propriété intellectuelle parce qu'un bon algorithme, c'est de l'investissement. Et l'investissement, ça se protège parce que c'est ce qui fait qu'aussi ça valorise l'entreprise. Donc le capital immatériel a de la valeur, on le protège. Un peu moins de paillettes et un peu plus de transparence. Donc attention au marketing qui vous vend du rêve et qui parfois crée de la confusion. Donc la médecine prédictive, on n'y est pas encore. Maintenant, il faut continuer à travailler pour aller vers, mais on n'y est pas encore. Donc attention aux fantasmes. Donc attention à la documentation commerciale qui vient plomber toute votre documentation technique et qui vient plomber aussi toutes les règles de sécurité parce que j'ai vu en santé connectée, des plaquettes commerciales qui ont créé le doute. Et là, d'un seul coup, le juriste fait « principe de précaution ». Finalement, ton objet connecté est un dispositif médical. Voilà la norme à satisfaire. Cette norme coûte tant et doit être mise à jour tous les 18 mois. Cadeau. Merci le marketing et les paillettes. Par contre, c'était bien un objet connecté. Ce n'était pas du tout un dispositif médical. Merci pour le surcoût. Principe de précaution, on ne prend pas de risque. Tu as voulu me vendre de la santé connectée parce que ça fait plus mieux bien et que c'est plus sexy vendeur. Ouais, n'empêche que je suis dans la merde et ça me coûte vachement plus cher pour quelque chose qui n'en était pas. Des fois, les charentaises, ça tient bien chaud aux pieds et finalement, quel est le besoin? J'ai satisfait le besoin, j'ai pas besoin de mettre des escarpins pour rester à la maison. Mes charentaises font l'affaire. Restons dans la zone de confort sur ce côté-là. Conditions générales d'utilisation, c'est par là aussi que vous allez passer la transparence et que vous allez pouvoir vous sécuriser par rapport à l'information que vous avez bien donnée à vos utilisateurs en disant « je t'ai pas vendu du rêve, maintenant si tu n'as pas compris, à un moment donné, je ne peux pas réfléchir non plus pour toi ». Enfin, vous ne lui dites pas comme ça parce que là, ce n'est pas vendeur. Mais en gros, si vous ne l'avez pas averti, il ne peut pas s'adapter. Si vous l'avez averti, à lui de s'adapter. Vous lui transférez sa responsabilité chez lui. Vous avez fait votre taf. Documentation technique et documentation utilisateur. Là aussi, c'est souvent trop bâclé. N'oubliez pas de montrer votre bonne foi de concepteur. Tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas pour les juristes. La bonne foi se montre. Votre intention qui n'est pas malveillante, parce que franchement, au départ, il n'y en a pas beaucoup des tordus qui font des choses pour nuire aux autres. Maintenant, oui, il peut y avoir des dommages collatéraux. Ça se gère, on s'adapte, et puis voilà. Mais la documentation technique est un moyen de prouver son intention et au fait de montrer qu'au départ, on n'a jamais eu d'intention malveillante. Donc, démontrez votre bonne foi en laissant des traces de vos intentions sur tout ce qui peut être écrit. Donc, les bonnes pratiques, c'est les finalités. Vous les affichez, vous les assumez, et puis, après tout, ça devient vendeur. Parce que vous n'allez pas... quand vous travaillez, ce n'est pas pour faire des choses toutes pourries. C'est pour faire des choses bien. Affirmez vos valeurs, affirmez qui vous êtes. N'oubliez pas que c'est votre signature. En général, votre manière... Quand vous concevez une solution, elle est aussi le fruit de votre raisonnement et de votre imagination. C'est une part de vous. Il y a votre signature. Affirmez qui vous êtes et n'ayez pas peur. Et donc, affirmez vos finalités. Transparence et explicabilité de l'IA, oui, parce qu'en fait, il faut garder la maîtrise de la technologie. Il ne faut pas oublier que la technologie est au service de l'humain, et ce n'est pas à l'humain de s'adapter à la technologie, sinon là, le juriste, il va vous tomber dessus, et pas que. Il ne faut pas oublier qu'en tant que prestataire informatique, il y a une obligation d'information et de renseignement qui est assez forte, et que ce n'est pas parce qu'il y a un expert chez le client que vous êtes dédouané et que vous n'avez plus à informer ou renseigner. Là aussi, normalement, ça doit se retrouver dans votre documentation, cette obligation d'information et de renseignement. Ce n'est pas parce qu'il y a du droit spécifique du numérique que toutes les règles générales du droit des contrats ne s'appliquent pas. Le Code civil s'applique à tout type de contrat. Et
une règle de base, c'est l'exécution de bonne foi du contrat et l'exécution l'obligation de loyauté entre les parties. Je ne dois pas nuire à mon co-contractant. N'oubliez pas ces principes généraux, parce que c'est un peu con de se faire avoir sur une règle de base. Préserver l'autonomie décisionnelle de son utilisateur. Donc pour ça, ça veut dire que je suis aussi transparent sur les biais et sur la manière dont je les ai gérés, parce que comme ça, lui, il va pouvoir adapter sa décision. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir une approche globale de la sécurité, alliant les sciences humaines et sociales et la tech. Les deux mondes doivent se nourrir l'un l'autre pour devenir meilleurs. Donc finalement, il faut prendre conscience de ses responsabilités, les assumer. Ce n'est pas parce que je ne vois pas les choses ou que je ne veux pas les voir qu'il ne se passe rien. Donc on arrête la stratégie de l'autruche, on est des grands et on va assumer nos responsabilités, on va porter nos valeurs, on va affirmer qu'on peut être propre et qu'on a des bonnes pratiques. Et puis en fait, juste, voilà, moi je viens de la région d'Angers et chez nous, il y a un auteur, Rabelais, et qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je vous laisserai méditer en fait sur la nécessité de prendre conscience. Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc si vous ne réfléchissez pas, vous allez à votre perte. Donc je vous remercie. Et maintenant, s'il y a des questions.